Eh Manu, tu descends? Hein? Eh Manu, tu descends? Hein, pourquoi faire? Bah descends! Pourquoi faire? Bah pour la vidéo YouTube! Ouais, ok, j'arrive. Allez! Salut à tous les amis! Alors aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Emmanuel. Salut et bienvenue! Voilà, alors aujourd'hui on va pas parler jeux vidéo, on va parler business. Ah bon? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais en non, Thaïlande? Je repars, moi je suis venu pour les jeux vidéo. Non, on va parler business aujourd'hui. bon, d'accord, ok. Alors vous avez eu peut-être l'occasion de voir Emmanuel dans une précédente vidéo. Il sortait fraîchement de quarantaine. Tout va bien? Bien Bah, adapté? écoute, bien adapté. Ouais. C'est bon, j'ai pas pu beaucoup bouger comme je le souhaitais, bah, mais le contexte, ok. Mais bon, Ouais. ça va se faire, D'accord. Ça va se faire. Donc aujourd'hui, on aimerait bien, on va dire, discuter un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Quels sont les choix qui t'ont emmené ici à en Thaïlande? Qu'est-ce que tu fais exactement et surtout, pourquoi? Why? Mon pourquoi, ça c'est toujours la grande question quand on est entrepreneur, quand on a des projets, mon pourquoi. Alors moi je suis venu la première fois que j'ai débarqué à Bangkok, c'était c'était en mai 2015, donc ça va faire un petit bout de temps. Et j'étais venu, à l'époque j'avais une boîte en France et puis une autre au Canada et on s'est dit tiens pourquoi pas ouvrir une filiale en Asie du Sud-Est. J'avais pas mal de potes entrepreneurs qui disaient hey, Manu, tu descends, Tu descends. en Asie du Sud-Est. Okay. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire de ce côté du globe. Donc voilà, alors on est venu, on a étudié un petit peu la faisabilité pour ouvrir un bureau ici à Bangkok où on hésitait Singapour. Et puis finalement ça s'est pas fait. Donc voilà, parce qu'avec les associés de l'époque on se disait bah, ça va peut-être pas être si rentable que ça. Et puis il y avait déjà des bons acteurs ici dans notre domaine à nous. Nous on était dans le digital event. Et donc voilà, on travaillait en France, en Europe, en Amérique du Nord. Et puis on avait nos clients qui étaient aussi basés en Asie du Sud-Est. Donc ça faisait sens de venir les rejoindre. Et donc voilà. Tu peux dire en 2 mots qu'est-ce que c'est que le digital event? Alors digital event, c'est quand on fait des lives, c'est en B2B, c'est pour des entreprises à entreprises. Voilà, voilà. Et c'est en général des entreprises qui sont basées à l'international. D'accord. Donc pour le corporate event, mais tu l'as pas que dans le domaine du corporate, on l'a aussi pour le sport aussi. Nous, on continue, on travaille beaucoup dans le domaine de tout ce qui est course océanique. Donc voilà, les Vendée Globe et ce genre de choses. D'accord. Donc voilà, la boîte d'ailleurs, je lui fais un petit coucou parce qu'ils sont tous là-bas, 6e sens. Petit coucou. Salut les gars, si vous voyez la vidéo YouTube. Je vous adore, bisous. Voilà. Et, juste une chose avant de rebondir, pourquoi tu dis que le choix c'est opter entre la Thaïlande et Singapour? Les Philippines, la Malaisie, le Vietnam, tout ça, c'était pas... Bah, il se trouve qu'en matière Alors en Malaisie, oui, en Malaisie, pourquoi pas. Mais il se trouve qu'ils n'avaient pas de partenaire en Vietnam et à Bangkok. D'accord. Okay. Donc du coup, avoir un partenaire de confiance basé dans un de ces 2 pays, par rapport à ce qu'ils voulaient développer, bah, du coup, c'était logique. Donc à Singapour, ils sont déjà bien implantés, il y a suffisamment de boîtes qui sont très très bons en digital event. Donc voilà, donc du coup... Apporter une plus-value en fait, voilà, tu pouvais l'apporter ici. Voilà. En Thaïlande, Et du coup, ça ne s'est pas fait, mais moi j'ai travaillé comme consultant pour eux ici. Et j'ai travaillé avec des partenaires, avec des boîtes thaïlandaises, donc j'étais invité et je leur apportais des affaires, soit de Hong Kong et de Singapour. Donc voilà. Et moi, ça faisait longtemps que j'étais, ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans le digital event. Donc voilà. Et, mais j'avais d'autres projets, en cours. Et j'ai des intérêts en France notamment, mais je ne veux pas avoir tous les œufs dans le même panier. D'accord. Et je me suis dit, ça serait bien. Voilà, on diversifie les risques, comme on dit. C'est ça, ouais. Et j'avais un autre projet qui me tenait à cœur. Et moi, mon pourquoi, c'était quoi? C'était que, en fait, je me suis aperçu que à chaque fois que j'avais pu apporter du plaisir à mes clients ou à mon public, parce que j'ai été aussi dans le spectacle vivant, c'est au moment où j'exprimais ma créativité. Alors la créativité, on peut l'exprimer de 1001 manières. Donc voilà. Et en côtoyant d'autres secteurs d'activité, je me suis aperçu que la créativité, je pouvais l'exprimer en dehors aussi de l'audiovisuel et du cinéma. Et comme je suis quelqu'un qui est gourmand et qui aime bien cuisiner aussi, je me suis dit tiens, c'est toujours quelque chose que j'avais à l'esprit. Et donc la première fois où je débarque en Thaïlande, je suis à Samui, je vais voir des copains qui sont à Samui, et puis je veux manger une glace sur la plage, tranquille, une bonne petite glace.
Moi, quand je vais voir ma famille aux Caraïbes, quand on veut manger une glace, pour ceux qui sont déjà allés en Martinique, en Guadeloupe. Glace au coco? Oui, t'as les douces, ouais, c'est super, c'est génial. Il est 16h, t'es bien chauffé au soleil, t'as envie de manger une petite glace et tout ça. Là, je vais le faire impossible. Impossible, pas de glace, juste des gars qui viennent vendre des glaces comme ça, industrielles sur la plage, mais sinon pas la petite glace artisanale. D'accord, ouais. Et je me suis dit, tiens, si je veux manger une glace artisanale, il faut s'organiser, il faut se déplacer, il faut chercher des commerces qui sont, c'était Shaweng, Shaweng pour ceux qui connaissent. Ouais. Et donc voilà. Et je me suis dit, tiens, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Il manque quelque chose à ces touristes qui ont envie de manger une petite glace artisanale sur la plage. Donc ça a démarré comme ça l'histoire. Et puis au fur et à mesure, j'ai regardé, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la glace à Bangkok, enfin en Thaïlande même. Je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait, j'ai mangé toutes sortes de glaces, des glaces artisanales, des glaces industrielles, sous toutes ces formes, Svensen, la glace qu'on trouve dans tous les malls, en Thaïlande. Et la glace aussi qui est vendue en street food, dans les night markets. Et je me suis dit, tiens, il y avait quelque chose à apporter en plus. Et moi, ce qui m'a... En plus, quand je parlais de ma créativité, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose, alors il y a des choses qui ont marché, d'autres choses qui n'ont pas marché, mais toujours essayer d'apporter une valeur ajoutée. Si je ne t'apporte pas de valeur ajoutée, qu'est-ce que tu viens faire? C'est clair, c'est clair. Je veux dire, tu arrives, tu vas faire un millionième de glace, un millionième de ce que tu voulais apporter une différenciation un petit peu par rapport à ce qui existait. Oui, tout à fait, parce qu'il y a tout en Thaïlande. Et quelle est ta touch, on va dire, ta valeur ajoutée que tu... Eh bien, comme on dit, tous les hommes d'affaires que j'ai rencontrés. Au départ, moi, je voulais m'orienter je voulais revendiquer en disant oui, on va faire quelque chose d'asiatique, de Thaï, et donc voilà. Et les hommes et les femmes d'affaires thaïlandais m'ont dit, mais attends Manu, tu es français, il faut que tu affiches la French touch, parce que c'est ça qui nous attire. Nous, on aime bien les marques étrangères. Donc, il faut que tu affirmes ton côté français. La créativité française, la qualité française, c'est ça qu'il faut afficher, c'est ça qui va nous attirer, c'est ça qui va nous séduire. Tu vois que c'est un branding qui marche. Ouais. Et donc du coup, je suis parti là-dessus. Et au fur et à mesure des mois et des années, on a apporté le projet à maturité. D'accord. Et là, je suis revenu, donc quand on s'est rencontrés la première fois pour la vidéo, je suis revenu pour préparer les choses pour 2022. Voilà, je ne vais pas le faire cette année. En fait, hein. Voilà, l'histoire c'est de tout préparer et de tout mettre en place. Donc voilà. Bon, évidemment, il faut bien avouer que c'est très compliqué actuellement dans le contexte actuel. Actuellement, je ne peux pas visiter les plantations. Je ne peux pas visiter certaines usines. Je ne peux pas visiter l'endroit où je voudrais implanter le laboratoire parce que pour des restrictions ça fait beaucoup d'étapes quand même. Comment? Ça fait beaucoup d'étapes. Oui, ça fait beaucoup dans l'ordre chronologique en fait. Si on se mettait à la place d'un entrepreneur qui va en Asie, quelles sont les premières choses immédiatement qui doivent être prêtes? Quelle est la première étape en fait de mon process? Une fois que j'ai développé l'idée et que je souhaite passer au stade de l'implémentation. Moi je dirais qu'il ne faut pas... Je connais pas mal d'entrepreneurs qui sont partis en Thaïlande mais partout ailleurs et qui ont tout mis et qui ont mis tous leurs œufs dans le même panier. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont vendu leur maison, ils ont tout vendu ce qu'ils avaient dans le pays d'où ils venaient et pour tout mettre en Thaïlande ou ailleurs. Et le jour où ça s'est mal passé, pour X raisons, qui étaient dépendantes ou indépendantes de leur volonté, ils se sont retrouvés sans rien, quoi. Et ils sont rentrés au pays écœurés, déçus, etc. Moi déjà, une des recommandations que je fais, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Gardez-vous une porte de sortie. C'est un des premiers conseils que je fais. C'est-à-dire que tu viens de France, par exemple, n'investis pas toute la somme dont tu disposes dans un business. Voilà, exactement. Ça, exactement. Il faut se laisser une marge de sécurité. Donc voilà, ça c'est une recommandation que je ferai. Et donc on disait la question du pourquoi. Alors la question du pourquoi, oui, c'est avant tout projet, c'est vraiment une question auquel c'est important d'apporter une réponse. Il faut être sincère avec soi-même et pas se chercher des alibis pour se dire tiens, il faut absolument que je monte une boîte quelque part, ce qui me permettrait d'avoir un work permit, ce qui me permettrait
Après, en fait, c'est une coquille. Hein. Il y en a qui viennent monter des coquilles comme ça dans les pays, mais en fait, ils ne viennent pas du tout entreprendre. Donc voilà, mais les autorités maintenant sont de plus en plus vigilantes avec ce genre de choses. Moi, j'ai connu ça au Canada. Il y avait pas mal de gars qui montaient des boîtes pendant 3 ans, et au bout d'un moment, ils pouvaient accéder à la résidence, qualité de résident canadien, parce qu'ils avaient monté une boîte pendant 3 ans. Après, ils ont vite, les autorités ont vite vu le petit manège, et ils ont calmé tout ça. Donc voilà. Bon, ça c'est des raisons fallacieuses, mais plus dans le succès. Quand on entreprend une activité. C'est comme une maison, c'est tes fondements. Je veux dire, si ton pourquoi, c'est le fondement de ton projet. Si tu n'as pas des fondements solides, ton projet n'est pas solide. Et au bout d'un moment, c'est comme un château de sable. D'accord. Donc voilà. Il y a le mindset aussi, l'état d'esprit, c'est super important. C'est-à-dire que quand on est salarié, moi j'ai été salarié, je suis indépendant, je suis entrepreneur et je suis investisseur. Là récemment, j'ai fait un investissement en Malaisie, un projet éco-responsable dans l'agroforesterie. Donc voilà, pendant le Covid, parce qu'il y a toujours moyen de faire des choses. Hein, quand on veut vraiment, il y a toujours moyen de faire des choses, même dans des situations compliquées. Donc voilà, par exemple, quelqu'un qui est salarié et qui veut entreprendre. La première chose sur laquelle il doit travailler, c'est sur son état d'esprit. Parce que quand on est salarié dans une entreprise française, on est relativement bien protégé. Enfin, tant que l'entreprise va bien, évidemment, mais on est relativement bien protégé. L'entreprise se charge de toutes les cotisations et tout ça. Quand on est entrepreneur, c'est terminé ça. Que l'on soit tout seul ou que l'on soit plusieurs, c'est terminé. C'est ça, non? Non, pas du tout, mais on est... il faut... toutes les choses qu'on prenait en charge pour toi avant, c'est toi qui vas devoir les prendre en charge. Et tu as des obligations et il va falloir t'y tenir en temps et en heure. Donc voilà. Et ça c'est juste la base du fonctionnement. Mais tu vas tous les jours, tu vas devoir, il y a un nouveau problème qui va apparaître. Et tous les jours, tu vas devoir trouver une solution. Une solution à ce problème. Et toute ton énergie, tu la consacres à ça. C'est-à-dire que quelque part, cette solution, comme je parlais de créativité tout à l'heure, c'est ça aussi être créatif quand on est entrepreneur. C'est toujours essayer de faire preuve de créativité pour trouver la solution au problème qui vient se présenter à toi. Un problème extérieur ou un problème que toi tu as créé parce que tu ne savais pas par méconnaissance, parce que tu apprends. On est dans un pays où l'échec est un tabou. Mais l'argent aussi est un tabou. Est-ce que c'est valable pour la Thaïlande? L'échec est un tabou. En Thaïlande, je sais qu'en France, comparé aux États-Unis, évidemment, on ne fait pas trop l'éloge des échecs, d'accord? Mais est-ce qu'en Thaïlande, comment tu positionnes ça? Est-ce que quelqu'un qui a foiré des boîtes, est-ce que c'est quand même, on va se dire, tiens, il a quand même une bonne expérience sur laquelle on peut miser ou... En fait, en Thaïlande, c'est-à-dire que quand tu es salarié, le salaire que tu as en général, il ne suffit pas à subvenir à tous tes besoins, d'accord? Donc du coup, tu vas créer un petit business à côté. Et que tu sois fonctionnaire ou que tu sois dans le public ou que tu sois dans le privé, énormément de Thaïlandais, ils ont un business à côté. Et ça va être un petit business on va vendre sur un marché de la nourriture, on va avoir un petit commerce de vêtements en ligne ou en physique. Donc voilà, c'est-à-dire que ils ont, de fait, ils sont obligés d'entreprendre s'ils veulent pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc c'est quand même facilité ici aussi. Hein. C'est facilité par beaucoup de choses. C'est que demain, je vois beaucoup de jeunes ici en Thaïlande qui, du jour au lendemain, te lancent un business online. Voilà, les paiements, c'est facilité, tout est facilité. Administrativement parlant. C'est vrai que en ce qui concerne tout ce qui est business en ligne, c'est vrai que ça, pas qu'en Thaïlande, mais partout ailleurs, partout dans le monde en fait, il y a toute une génération aujourd'hui qui ont entre 20 et 30 ans et toi qui lancent des business, du e-commerce, on appelle ça les infopreneurs, on appelle ça les gens qui lancent des formations. Donc effectivement, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui partent d'un outil. Moi j'aurais adoré à l'époque où j'ai commencé à avoir Internet. Je me serais éclaté avec. Donc voilà.
Donc moi, comme je disais, je suis l'ancienne école. Ouais. Donc voilà, comme disent certains. Vous avez quoi avant? Le fax, c'est ça? On avait le fax. Oui, j'ai connu le fax. Le fax, le Minitel. Le Minitel. Non, le Minitel, j'ai pas connu ça, moi. C'était avant. Je suis pas si vieux que ça non plus, d'accord. Mais bon, ouais, on avait Internet, on connaissait pas. Donc voilà. Et moi, les débuts d'Internet que j'ai connus, tu sais, ça ramait beaucoup, quoi. Ça ramait beaucoup. On pouvait pas faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc voilà, quoi. Donc c'est génial l'outil qu'ils ont parce que ça, effectivement, ça leur permet, en tout cas en ce qui concerne le business en ligne, de monter les choses rapidement. De mettre déjà en place des choses rapidement et ça c'est génial. Les outils sont facilités de plus en plus, c'est ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que Internet quand on veut entreprendre. Il y a aussi, quand on veut entreprendre et mettre en place un business un peu physique, un peu ambitieux aussi. Donc c'est ton cas en fait. Moi c'est mon cas. Quelle est l'ambition? Tu parles d'ambition de ton business. Je vais rebondir sur 2 questions. Quelle est l'ambition de ton business déjà? Et surtout aussi, si tu étais dans la peau d'un nouvel entrepreneur qui arrivait en Thaïlande, à part le mindset, à part le pourquoi, etc., en termes pratiques, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Alors, quand on arrive ici, moi ce que je recommande, c'est de rencontrer un certain nombre de cabinets d'experts comptables et d'avocats d'affaires. D'accord. Donc voilà, ce sont des gens évidemment qui maîtrisent parfaitement la législation ici en Thaïlande, qui est bien évidemment différente de la française. Et ils vont déjà, on peut les consulter pour 1 heure gratuitement. Le premier entretien d'1 heure est gratuit. Donc voilà, et par rapport au projet qu'on a, ils vont nous apporter un certain nombre de premiers conseils, des premières démarches à faire, des premières interrogations qu'il faut se faire, parce que parfois ils vont soulever un problème dans ce qu'on est en train de leur exposer en disant attention madame, monsieur, là dans ce que vous me racontez par rapport à la Thaïlande, il faudrait que vous soyez vigilant par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc la première chose à faire, ce que je recommande, c'est d'aller rencontrer des experts en termes de constitution de société. Donc voilà, qu'est-ce qui existe, quel est l'arsenal au jour d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ce qu'il y a de standard, c'est la limited, qui équivaut qui a un mix chez nous entre la SARL et la SA. D'accord. Donc c'est un mix. Donc qu'on rencontre d'ailleurs un peu partout dans le monde, la limited. En termes de partenariat avec des locaux? Alors, la limited, c'est 3 associés. D'accord. Donc voilà, alors en général… 3 associés taille. Ouais. Alors souvent, non pas 3 associés taille, tu peux être associé aussi quand même dans l'entreprise. Accessoirement, ce serait pas mal. Non, oui, toi-même et 2 autres associés taille. Voilà. D'accord, Oui, au total. tu peux avoir un associé taille. Un associé taille qui a 51, c'est ça? Voilà. Okay. Alors, par exemple, j'ai déjà entendu des gars qui sont venus, ils ont monté leur business ici, restaurant, ils étaient en bon rapport avec leurs copines ou leurs femmes, et puis ils décident de se dire, bah tiens, mon associé taille, ça va être elle. Ok, c'est sympathique, mais le jour où ça ne va plus dans le couple, à ce moment-là, tout est possible. Okay. Et il y a déjà des gens qui ont perdu leur business parce que ça n'allait pas dans leur couple et que la personne avec qui ils étaient en conflit avait 51% du business. Et là, d'un seul coup, ce qui était bien pendant 1 an ou 2 ans, d'un seul coup, bam, c'est planté. Boum, donc, moi, j'ai un conseil, c'est que, ok, vous avez, pour ceux qui veulent venir monter un business, ne le faites pas avec… une personne que vous connaissez, quoi. On ne met pas l'affectif dans le Voilà, il faut éviter, dans le business, parce que le jour où ça ne va plus, ça peut partir dans du grand n'importe quoi et on peut tout perdre. Donc, faites-le avec des gens avec qui vous avez une complémentarité en termes de savoir-faire, qui soit taille ou non taille, d'accord. Et ça, c'est déjà un conseil que je demande. Mélangez pas quelqu'un où effectivement, comme tu dis, effectif, que ce soit un bon pote ou la petite copine. Surtout si la petite copine, elle est taille, ça va être beaucoup plus facile pour elle de faire claquer votre business parce que elle, vous parlez pas, il y en a qui ne parlent pas du tout taille ou pas suffisamment taille, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, les jeunes femmes thaïlandaises, après vous piquent votre business, c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est simplement, c'est que c'est valable pas qu'en Thaïlande, mais c'est valable de partout. Ouais, c'est risqué, risqué. Ça reprend un petit peu, comme je dis, on met tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que là, on concentre tous les risques
au même endroit. C'est-à-dire qu'on va mélanger de l'affectif avec du professionnel. Ouais. Donc voilà, même entre potes, il y a des potes, on se dit ah ouais, si on montait un truc ensemble, ça serait sympa. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas la même façon de s'investir dans le business. Exactement. Et ça crée des tensions. Et puis comme il y a de l'émotionnel, il y a de l'effectif, dans le business, il ne faut pas faire dans l'émotionnel. Il faut rester rigoureux. Ouais. Il faut avoir une approche rationnelle des choses. C'est un autre conseil, une autre recommandation que je ferais, c'est ne marchez pas à la confiance. La confiance peut venir après, quand on a travaillé suffisamment de temps ensemble. Mais au départ, il y a un mot-clé, c'est la rigueur. Soyez rigoureux, vos partenaires aussi. Ayez une approche rationnelle des choses. Et même s'il y a des choses qui vous énervent, qui vous agacent, prenez le temps de vous poser, d'accord? Allez courir un petit moment pour vous calmer, si vous voulez. Et après, reprenez les choses de manière posée. Mais ne jamais prendre des décisions dans des moments de colère, d'accord? À chaud. Voilà. Jamais. C'est qui disait ça? C'est Confucius, non? Confucius, ouais, peut-être. Ou Socrate, ou je voilà. Enfin, bref, je disais au hasard. C'est un philosophe. Je crois que c'était Confucius. Hein? Ok, on vérifiera. Juste une question par rapport aux 51% que tu as soulevé, avec un associé taille. En général, il y a une pratique qui se fait, c'est qu'on sépare les 51% à 2 Thaïlandais qui ne se connaissent pas, par exemple. Tu vois? Donc il y en a un qui a 26%, il y en a un qui a 25%. Alors il y a des petits rouages en fait. Oui, je vais pas. Je t'avouerai que j'ai pas envie de développer sur les pirouettes qui sont faites de temps en temps dans les constitutions de sociétés. J'ai pas envie d'aborder parce que normalement ça n'a pas lieu d'être, d'accord? Et j'ai remarqué que tous les entrepreneurs en Thaïlande, malgré qu'ils avaient un super projet, tous ceux qui se sont fait planter au bout d'un moment, c'est parce qu'il y avait un truc sur lequel ils avaient fait une impasse. Volontairement ou involontairement. Non, comme je parlais de rigueur, il faut être carré là-dessus. D'accord. C'est important. Parce comment dirais-je, de bonne foi aussi peut-être, c'est ça? Parce que si tu commences sur des pirouettes, tu envoies peut-être un signal faible aux associés. Les gars, je suis un peu méfiant de faire du business avec vous. Et ça crée des tensions quand tu démarres comme ça. Oui, mais il y a les associés, je le fais vite fait, mais parce qu'il y a des noms de paille. Il y a des noms de paille. C'est-à-dire que tu as un entrepreneur, il vient tout seul, mais il a besoin d'avoir un associé, mais il n'a pas d'associé. Et le cabinet d'avocats, il y a des cabinets d'avocats qui font ça, ils te mettent un nom de paille. D'accord. Et après, le jour où il y a un contrôle, par exemple, le contrôle se fait au cabinet d'avocats, et après, il y a des arrangements qui se font. Compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais franchement, il y a pas. Quand on arrive dans un pays, on vient entreprendre, dans lequel on ne parle pas la langue, on n'est pas natif de ce pays. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses, on n'a pas besoin de ça. On va déjà confronter à suffisamment de difficultés fonctionnelles dans l'activité de son entreprise. Il n'y a pas besoin de se rajouter de la vulnérabilité, je dirais, parce qu'on a voulu faire l'impasse sur un point ou sur un autre. Il faut, comme je parlais du pourquoi, là aussi, quand on constitue une société, il faut que ça soit du solide. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des gens, ils arrivent, ils n'ont pas les moyens financiers. Alors, ils vont se dire, je ne peux pas passer par un avocat, je vais le faire moi-même. Le seul problème, c'est que quand tu ne parles pas le thaï, ça va être compliqué. Et je sais qu'il y a des gens qui ont monté leur projet sans l'aide d'un avocat et tant mieux. Donc voilà, mais si vous pouvez vous adjoindre les services d'un cabinet d'avocats et d'experts comptables pour mettre en place votre société, je vous le recommande chaudement. Voilà. Moi, j'ai toujours appliqué ça, que ce soit en France ou je l'ai fait aussi au Canada. Franchement, ça se passe bien, c'est beaucoup plus serein. Et puis, quand on est entrepreneur, quand même, notre énergie doit se consacrer au développement de notre activité et pas à des problèmes administratifs, fiscaux, sociaux, etc. Donc notre énergie doit être tournée essentiellement vers le développement de notre activité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de créatif. Donc son énergie doit être consacrée à ça. Au cœur de son métier. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas, peut-être ce qui inquiète les gens, c'est les coûts élevés de ces démarches-là? J'ai peut-être, par exemple, 10 ans, allez, j'ai 50 000 € à investir. J'ai peut-être pas envie d'investir 50 000 dans un cabinet d'experts comptables, d'avocats, tu vois?
Alors, Qu'est-ce que tu diras à ça? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté 4 cabinets d'avocats d'affaires et d'experts comptables. Donc voilà, tous des conseils très intéressants. Et donc voilà. Pour une limited, ce que j'ai vu, c'est que grosso modo, juste pour la constitution, je ne parle pas work permit, tout ça, mais juste pour la constitution, on est dans une fourchette qui est entre 60 et 70 000 bahts. D'accord. D'accord. Je laisse à chacun faire on mettra ça ici coûte en euros. Ouais. Donc voilà. C'est grosso modo la fourchette pour constituer une limited. D'accord. Alors pourquoi la Thaïlande? Alors pourquoi la Thaïlande? Oui. Professionnel et personnel. La Thaïlande est un pays attachant. Moi je dis souvent, les Thaïlandais, c'est un peu comme les Français, les Italiens, ils ont ce côté un petit peu Dolce Vita. Okay. Ça baille. Voilà, exactement. Mais ils aiment la bonne chair, ils aiment bien boire. Donc voilà, ils aiment bien profiter de la vie, d'accord. Il n'y a pas que les Français et les Italiens, mais je reconnais un petit peu ces points communs entre les Français, les Italiens et les Thaïlandais. Ce que j'apprécie chez les Thaïlandais, c'est qu'ils sont toujours prêts à rendre service. Même si moi, j'arrive pas à bien parler thaï, même si eux, ils n'arrivent pas à bien parler anglais, on va s'entendre sur un Tinglish, comme tu en parlais l'autre fois avec… Tinglish, un mix de thaï et d'anglais, c'est ça, hein? Voilà. Tu peux nous donner un exemple? Un exemple de Tinglish? Comme tu disais l'autre fois, c'est computer. Ah, computer. Computer. Voilà. C'est computer en anglais, ordinateur en thaï, c'est computer. Voilà, okay. voilà. Donc ils se défoncent pour toi en fait. Toujours, c'est-à-dire pour te rendre qu'à service. partir du moment où on est cool avec eux, il ne faut pas s'énerver, comme tu le disais une fois dans l'interview, il ne faut pas s'énerver. Mais à partir du moment où on se montre avenant vers eux, ils se montreront à leur retour avenant. Et si on est respectueux de leur culture, et qu'on essaye de faire l'effort de parler en thaïlandais, et ça c'est valable dans tous les pays. Imagine, tu es en France, tu as un gars qui arrive, il n'a rien à cirer de parler en français, il ne dira même pas bonjour, et de manière un peu invective, il te demande un service. Franchement, est-ce que tu as envie de lui rendre service? Pas du tout. Eh bien, pour un Thaïlandais, c'est pareil. Donc, à partir du moment où on a compris ce mécanisme psychologique, les choses se déroulent beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Et puis, non, vraiment, les Thaïlandais, ils feront tout leur possible. Et dis-moi, Emmanuel, dernièrement, j'avais fait une vidéo où on mangeait du durian. Donc, on était avec Jenny, Delphine, on était avec Luca, et tu t'es moqué de moi quand même. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vais te lancer un défi pour une dégustation d'insectes. Ok. Ça te va? Tenu. Okay, super. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, pour ton expérience et on espère te revoir ici. Toujours un plaisir et à très bientôt à tous en Thaïlande. Voilà. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt. Bye bye Cap. Ciao ciao.